On pourrait téléphoner et dire que t'es malade. Pour les 700 000 enfants qui mouillent leur lit, coucher ailleurs qu'à la maison peut être un cauchemar. Et cela souvent juste à cause de la croissance plus lente de leur vessie par rapport au reste de leur corps. Il existe un produit qui peut leur venir en aide et qui offre une protection tout en ayant l'apparence de sous-vêtements. Les Good Nights, pour de beaux matins. Voici les Couvre Express Saran. Couvrez votre lasagne. Couvrez votre cantaloupe. Les Couvre Express Saran, la façon la plus rapide et la plus facile de couvrir presque tout en un clin d'œil. Les nouveaux Couvre Express Saran, pour que tout soit bien à l'abri. Le nouveau Dove, pour peau sensible. La peau sensible aux petits soins. L'établissement par excellence dans la vallée de Saint-Sauveur, c'est le magnifique manoir Saint-Sauveur, entièrement redécoré. Dès le premier coup d'œil, on est subjugué. Sous le signe de l'élégance, l'atmosphère feutrée du manoir vous donne le sentiment de vivre un rêve. Outre le charme des chambres, des suites et des appartements condos, le manoir vous séduit avec une fine cuisine que l'on déguste lentement. Pour vous distraire, le manoir met aussi à votre disposition toute une gamme d'activités. Renseignez-vous sur nos forfaits au 1-800-361-0505. Ne manquez pas La Loi du Retour, l'émission où un agresseur rencontre sa victime dans une perspective de pardon ou, si possible, de justice réparatrice. La Loi du Retour, dès le 20 août. Ici Sylvie Ledoux. Dès le 24 août, Eros et compagnie poursuit son voyage dans le monde fascinant de la sexualité et de l'érotisme. Un itinéraire rempli de découvertes et de nouveautés. Suivez le guide. Tout d'un coup, les maladies ne disparaissent plus d'elles-mêmes par manque d'hommes à contaminer. La ville est un formidable réservoir de victimes. La tuberculose et la poliomyélite s'abattent sur l'Égypte. Et même les pharaons succombent de la petite vérole. Beaucoup de nouvelles maladies eurent pour origine la domestication des animaux. Dès qu'un virus ou une bactérie contaminait une bête, c'était bientôt le troupeau tout entier qui devenait un nid d'infection. Puis la maladie ne tardait pas à atteindre l'homme. Les chevaux transmettaient la grippe, les poulets la varicelle et les vaches la rougeole. Les grandes épidémies ont besoin de grandes villes pour s'étendre. À la suite du mouvement d'urbanisation qu'elle connaît au Moyen-Âge, l'Europe est frappée de plein fouet par ces terribles fléaux. « 1347. La peste bubonique va décimer des villes entières. Ce sont les navires marchands de retour du Moyen-Orient qui l'ont transporté dans leur cale. Mais personne ne comprend que les rats sont la cause de tout. On dresse des bûchers pour y brûler les Juifs tenus pour responsables. On invente la quarantaine. Rien n'y fait. 20 millions de personnes meurent en moins de 3 ans. Le XIVe siècle tout entier sera traversé par des hécatombes successives. La variole, le choléra, la typhoïde, la tuberculose s'abattent sans répit sur les villes d'Occident. Les murailles ne protègent personne, ni les riches, ni les pauvres. Et les hommes du Moyen-Âge sont totalement démunis face à ces catastrophes. Même lorsque l'épidémie se calme, les virus restent actifs, prêts à ressurgir à la moindre occasion. Jamais les villes n'ont été plus étendues et plus peuplées qu'aujourd'hui. En l'an 2000, plus de la moitié des hommes seront des citadins. Face à la croissance ultra rapide de leur population, les villes sont incapables d'assurer à chacun des conditions minimales d'hygiène. Toutes les conditions sont remplies pour que de nouvelles épidémies se répandent de façon incontrôlable. La médecine a beau faire chaque jour des progrès, de nouvelles maladies continuent à apparaître.
tel le virus Ebola, en Afrique, qui tue 95% des personnes contaminées. Le syndrome hantavirus, en Amérique, transmis aux hommes par de vulgaires souris. Et surtout le virus du sida, qui a déjà fait plus de 11 millions de victimes. Paradoxalement, ce sont parfois les fleurons de la technologie moderne, comme l'aviation, qui permettent à ces épidémies de devenir des fléaux mondiaux. À notre époque, il faut un jour et demi pour atteindre n'importe quel point du globe, ce qui est nettement plus bref que toutes les périodes d'incubation. On peut donc avoir été infecté quelque part et être déjà bien loin lorsque la maladie se déclare. Ceux qui ont rêvé qu'à la suite de la découverte de la vaccination et des antibiotiques, les épidémies allaient disparaître étaient bien optimistes. Des maladies inconnues continuent d'apparaître et ne sont éradiquées que pour laisser la place à de nouveaux virus. Je suis intimement convaincu que nous serons confrontés dans un avenir proche à de nouvelles et dangereuses épidémies. Et personne ne peut prévoir où et quand cela se déclarera. La seule chose sûre, c'est que tout commencera vraisemblablement par un cas isolé, que personne ne saura diagnostiquer ou guérir. Nous avons reçu un rapport d'un hôpital de l'État de Washington. Un patient de 21 ans y a été amené dans un état critique par 3 de ses amis. Il semblait souffrir d'un traumatisme respiratoire sérieux. Les médecins ont été incapables de déceler les causes de ce collapsus. Ils ont tenté de le réanimer, mais sans aboutir à rien. Les poumons se sont remplis de plasma si rapidement qu'aucune ponction n'a été efficace. La mort du patient par asphyxie est intervenue au bout de 45 minutes. L'hôpital est modeste. Il n'a pas les moyens de procéder à une enquête complémentaire et il classe l'affaire. Les 3 amis qui souffrent aussi d'une grippe inconnue sont renvoyés chez eux. Personne n'a conscience que vient d'apparaître dans la ville une nouvelle maladie qui risque de se transformer en une gigantesque épidémie. Besoin d'une voiture. Face à la demande. C'est en Europe que les ravages de l'épidémie sont les plus importants. Mais en quelques mois, le virus se répandra sur la planète entière et il fera plus de victimes que le conflit mondial. Ce n'est pas par simple curiosité que nous poursuivons ces recherches sur la grippe espagnole. De temps à autre, de nouvelles grippes font leur apparition. Et il y a toujours le risque qu'une grippe aussi dévastatrice ressurgisse un jour. Tout commencera peut-être par un oiseau, convoyeur traditionnel de la grippe. L'oiseau infectera un mammifère quelconque dans l'organisme duquel le virus se transformera, jusqu'à devenir mortel pour l'homme. Si on veut détecter l'arrivée de la prochaine grande grippe, il faudra commencer par savoir dans quelle direction chercher. Surveillera-t-on les oiseaux, les porcs, les chevaux? Hong Kong, août 1997. Des experts découvrent avec stupeur que des poulets peuvent transmettre sans intermédiaire la grippe à l'homme. 18 personnes sont infectées, 6 en meurent. Craignant une pandémie incontrôlable, les autorités de Hong Kong ordonnent en décembre l'extermination d'1 million de poulets. Très vite, l'extension de la maladie se ralentit, peut-être à cause de la disparition des poulets infectés, mais plus sûrement encore à cause d'une particularité du virus. Le virus de Hong Kong n'avait pas l'air de se transmettre très bien d'humain à humain. Or, pour qu'un virus provoque une pandémie, il faut précisément que les hommes puissent s'infecter les uns les autres. Il faut que le virus soit transmis à un très grand nombre de personnes dans un court délai. C'est cette condition-là qui n'a jamais été remplie. Comme tous les virus, celui de la grippe du poulet
n'avait aucun mal à attaquer et à tuer les cellules saines. Mais il n'a jamais trouvé le moyen de se propager hors des organismes humains initialement contaminés. Et c'est ce qui a jugulé l'épidémie. Pas de quoi crier victoire pour Anne Reid. Il y aura d'autres pandémies. Ça dure depuis des siècles, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Si une nouvelle maladie devait apparaître, il y a fort à craindre que personne ne pourrait dans les premiers temps l'identifier. Il faudrait vérifier auprès d'autres hôpitaux si des cas semblables ont été diagnostiqués. Aux États-Unis, il existe des centres de contrôle des maladies, qui sont aussitôt alertés dès qu'un certain nombre de cas similaires et suspects se déclarent. Dans un premier temps, une équipe serait envoyée sur place, avec un épidémiologiste chargé d'examiner les patients suspects et de retracer leur histoire. Troisième jour. Nous apprenons que les malades en observation à l'hôpital de Seattle sont dans un état de plus en plus inquiétant. J'ai décidé de m'y rendre avec une équipe d'urgence. Il s'agirait d'infections pulmonaires, probablement d'origine virale. Et c'est exactement mon domaine. Si ça doit se transformer en épidémie, c'est à une véritable hécatombe que nous devons nous préparer. La petite vie vous manque cruellement? À chaque alerte sérieuse, les médecins sont tenus d'envoyer un échantillon des tissus infectés à un laboratoire fédéral. C'est une façon de mettre les morts à contribution. La solution du problème se trouve quelque part dans leurs organes, dans leur sang. Le centre de contrôle épidémiologique le mieux équipé se trouve à Atlanta. Et c'est le laboratoire numéro 4 qui reçoit les échantillons les plus dangereux, les plus contagieux. C'est ici que les chercheurs essayent d'isoler les virus et les bactéries et de comprendre leur méthode de prolifération. Aucune maladie infectieuse ne ressemble à une autre. En effet, elles ont toutes pour origine un virus ou une bactérie. Et ceux-ci peuvent prendre des tas de formes différentes. Au laboratoire, on prélève des enzymes de cellules infectées par une maladie déjà connue. Et on les met en contact avec l'agent pathogène étudié. S'il y a réaction, c'est que la maladie n'est pas nouvelle et pourra être soignée. Lorsqu'il s'agit d'une bactérie, nous préconisons un traitement à base d'antibiotiques. S'il s'agit d'un virus et qu'un vaccin approprié existe en quantité suffisante, nous engageons une campagne de vaccination. Pour que ces expériences d'identification puissent être effectuées rapidement, le laboratoire a dû entreposer dans des containers des milliers d'échantillons de tissus contaminés. Quatrième jour. Nous nous sommes installés dans le sous-sol de l'hôpital, loin des salles de consultation, pour éviter tout risque de contamination. À quoi serions-nous utiles si nous tombions malades? Nous allons commencer par le début. Interroger les malades, nous pencher sur le mode de contamination. C'est seulement comme ça qu'on peut espérer enrayer le développement d'une épidémie. Les épidémiologistes sont parfaitement rodés aujourd'hui pour dépister toute une série d'infections classiques et répertoriées. Ils sont beaucoup plus démunis face à de nouvelles pathologies, comme celles transmises à l'homme par des animaux. On peut citer à toutes les époques des cas de maladies virales d'origine animale. Le plus souvent, elles étaient liées à des mouvements de population vers des zones forestières. Pour être vraiment dangereux et au départ de graves épidémies, ces virus doivent remplir un certain nombre de conditions heureusement difficiles à réunir. Déjouer notre système immunitaire, se transmettre rapidement, disposer d'une population suffisamment dense. Cinquième jour.
26 morts, 300 malades hospitalisés. Nous n'avons aucune donnée précise sur le virus que nous combattons. Je suis en relation avec des centaines de chercheurs à travers le pays. Peut-être quelqu'un aura-t-il eu affaire à ce type particulier de grippe. C'est comme au début d'une enquête policière. On commence par essayer de comparer les indices dont on dispose avec des cas célèbres. Parmi ces cas célèbres, il faut citer l'épidémie qui a explosé au Zaïre en 1976, au cœur de la forêt équatoriale. Point de départ du drame, l'hôpital d'une mission catholique. Les malades y meurent les uns après les autres, après de courtes et inexplicables agonies. Une équipe médicale appelée à l'aide décide d'envoyer des échantillons de sang en Belgique. Nous avons reçu un prélèvement fait sur une religieuse qui avait succombé à ce qu'on pensait être la fièvre jaune. Peter Piot, en 1976, est étudiant en virologie à Anvers. Il comprend très vite que le virus de la fièvre jaune auquel il est censé avoir affaire est en réalité un nouvel agent pathogène totalement inconnu. Un virus mortel contre lequel on ne dispose d'aucune parade. Il décide de se joindre à l'équipe de spécialistes chargés d'aller étudier la maladie sur place. Notre grand problème, c'était de comprendre comment le virus se transmettait. Ça pouvait venir de l'air respiré, des rapports sexuels, de la nourriture, de l'eau, de contacts physiques. Il y a tellement de facteurs de transmission. On comptait sur nous pour établir la vérité au milieu de tout ce fatras d'histoires qui courait et qui parlait de milliers de morts, de cadavres abandonnés dans les rues. On racontait même que les pauvres oiseaux qui survolaient les lieux tombaient au sol, raides morts. C'est quelque chose qui arrive très rarement, d'être confronté à un truc qu'on ne connaît pas. Le nouveau virus sera baptisé Ebola, du nom de la rivière qui coule dans la région. C'est sans doute un des agents pathogènes les plus dangereux qui ait jamais été découvert. La curiosité du savant que je suis l'a emporté sur la peur de l'individu Peter Piot. Les spécialistes savent que les médicaments, quels qu'ils soient, seront inefficaces. Le seul espoir d'enrayer l'épidémie est de découvrir le principe de sa transmission. À leur arrivée à la mission, Peter Piot et ses collègues sont accueillis par un silence de mort. L'hôpital est désert, les malades qui n'ont pas succombé ont fui. Seuls se trouvent encore sur place 4 membres de la mission belge. 3 bonnes sœurs et un prêtre. Pour s'isoler du monde extérieur, ils ont tendu une corde qui fait tout le tour du pavillon où ils habitent. Ils ont aussi placé en évidence un écriteau disant « Quiconque franchira cette limite s'expose à mourir ». Quand j'ai réalisé que ces 4 missionnaires étaient flamands, j'ai sauté par-dessus la corde. Et je leur ai serré la main, comme le veut la tradition chez nous. Puis je leur ai parlé en flamand, ce qui a détendu l'atmosphère immédiatement. En fait, ils étaient terrifiés et n'arrêtaient pas de me répéter « Vous allez mourir, ne nous touchez pas ». Les malades ayant tous fui, Piot et son équipe décident de s'enfoncer dans la jungle à la recherche de survivants si toutefois il y en a. Le gouvernement zaïrois, dépassé par l'ampleur de la crise, ordonne une quarantaine intégrale. La région est isolée du reste du pays. Seuls des hélicoptères sont autorisés à se poser dans la zone. Tous les déplacements entre les villages étaient interdits. Les routes étaient fermées et aucun mouvement de population n'était autorisé afin d'éviter que la maladie ne s'étende. Même les déplacements de l'équipe de Piot sont étroitement surveillés. Comme nous ne savions pas comment la maladie se transmettait, nous portions des masques, des gants et des blouses chirurgicales.
Il était facile de savoir, en arrivant dans un village, s'il avait été touché par l'épidémie. En effet, dans cette région, la tradition veut, lorsque quelqu'un meurt, que toute sa famille se rase la tête. Pourquoi ce virus est à ce point mortel, on ne le sait toujours pas. Vous vous videz de votre sang, qui coule par les oreilles, par le nez. Il y a des hémorragies intestinales. Et même les mâchoires sont en sang. Piot et son équipe sont confrontés à une situation désastreuse. Quiconque est exposé au virus meurt en l'espace d'une semaine. On dénombre déjà près de 300 morts. Pourtant, assez rapidement, l'épidémie va s'essouffler. Et c'est cette rémission inespérée qui conduira les chercheurs vers la solution. Nous avons remarqué que beaucoup de femmes enceintes étaient victimes du virus, un nombre anormalement élevé. C'était une indication essentielle parce qu'elle nous a amenés à réfléchir à la différence entre une femme enceinte et une femme non enceinte, ou entre une femme enceinte et un homme. La différence était simple. Les femmes enceintes avaient reçu à la mission des injections de vitamines. Or, par manque de matériel, c'étaient toujours les mêmes seringues qui étaient utilisées. À l'origine, il y a sans doute eu un malade hospitalisé pour quelque chose de sérieux. Par exemple, une grave crise de malaria nécessitant des injections. Et puis la même aiguille a resservi pour soigner d'autres malades. Voilà probablement comment tout a commencé. Dans les villages de la brousse, il n'y a pas de seringue pour transmettre la maladie. Reste la voie sexuelle. Seulement les personnes contaminées sont si visiblement malades qu'on les isole dans leur case. Et voilà comment l'épidémie s'est éteinte d'elle-même. Ça prouve à quel point l'hôpital peut s'avérer un endroit dangereux. Un hôpital peut guérir, sauver des vies, mais aussi tuer des gens en devenant un foyer d'infection. Ebola en est le parfait exemple. Ne faisons quand même pas des hôpitaux les principaux responsables des épidémies. Il y a bien d'autres vecteurs qui les aident à s'étendre. Dans certaines maladies comme le choléra, c'est l'eau qui est infectée. D'autres sont transmises aux hommes par les moustiques, comme la malaria, qui touche plusieurs millions de personnes chaque année. Les bactéries, elles, ont tendance à contaminer la nourriture. D'autres maladies, enfin, se transmettent comme la grippe ou sanguine, comme le sida. Les modalités de transmission sont si nombreuses qu'il est très difficile, lorsqu'une nouvelle maladie apparaît, de déterminer celle qu'elle va adopter. Douzième jour. L'épidémie a déjà fait plusieurs centaines de victimes. D'après les derniers tests du laboratoire, il pourrait s'agir d'un virus inconnu transmis par la viande de porc. Il me faudra plusieurs semaines pour m'en assurer. Trop tard pour mettre en place une quarantaine efficace. Les hôpitaux débordent de malades. Le problème, c'est comment le virus se transmet-il et quelle est sa période d'incubation. Il existe généralement un lien étroit entre ce mode de transmission et la façon de tuer du virus. Les virus, petites boules de protéines, sont des organismes minuscules. Une simple goutte de sang peut en contenir jusqu'à 5 milliards. Et bien évidemment, chacun a ses particularités propres. Certains ont une durée de vie exceptionnellement longue. Le virus de la petite vérole, par exemple, un des plus anciens agents pathogènes du monde, peut survivre des dizaines d'années hors de tout réceptacle humain. On s'est rendu compte que les éléments pathogènes les plus dangereux pour l'homme sont toujours ceux qui résistent le plus longtemps dans un milieu externe. C'est le cas du virus de la petite vérole. Il en est de même pour les bactéries. Celle de la tuberculose est aussi très résistante. De tels virus sont des tueurs redoutables. Même après la mort de leurs victimes, ils continuent à être actifs. Et tout ce que le malade a touché peut être contaminé.
Leur seul véritable ennemi est la lumière du soleil. C'est pourquoi ils se cachent volontiers à l'intérieur du corps humain. Profitant pour se répandre, tel le virus Ebola, des contacts qu'auront leurs victimes avec d'autres individus. Extrêmement contagieux, le virus Ebola pourrait créer d'effroyables hécatombes. Son handicap, c'est peut-être justement la vitesse à laquelle ses victimes succombent. Pour qu'un agent pathogène puisse avoir une action prolongée, il faut qu'il tue lentement, pour que les individus aient le temps de se le transmettre. Dans le cas d'Ebola, le virus est si virulent qu'il a coupé les ponts avant d'avoir pu passer à la victime suivante. Donc, deux conditions doivent être réunies. Pour être transmissible, un virus doit être à la fois mortel et à action différée. Lorsque c'est le cas, ils font peser sur notre espèce une très lourde menace. Certains virus, ne pouvant survivre en milieu extérieur, se réfugient dans l'organisme des moustiques en attendant de contaminer d'autres victimes. L'Amérique latine connaît bien l'un d'eux, le virus de la fièvre dengue, qu'on appelle là-bas la fièvre briseuse d'os. Ce virus est transporté par un moustique tout ce qu'il y a de plus ordinaire, l'Aedes aegypti, qui, avec l'aide involontaire de l'homme, s'est peu à peu répandu dans le monde entier. On estime à plus de 50 millions, voire 100 millions, les victimes du virus de dengue chaque année. Comme il existe 4 souches différentes du virus, une même personne peut être contaminée à plusieurs reprises, sans avoir été en mesure de développer une défense immunitaire. Ces moustiques n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui. Embarqués sur des cargos venant d'Asie, les moustiques ont introduit une nouvelle souche du virus en Amérique latine, il y a de cela 30 ans. Si les moustiques sont si heureux ici, c'est à cause des innombrables tas d'ordures. Dès qu'il pleut, tout se remplit d'eau. Les pneus usagés, les boîtes de conserve, les seaux abandonnés. Il devient très difficile de se débarrasser des moustiques. Les virus ne craignent aucun douanier. Après avoir ravagé l'Amérique latine et l'Amérique centrale, la fièvre dengue est remontée jusqu'au Texas. Cette extrême mobilité est un vrai casse-tête pour les spécialistes, qui cherchent à déterminer le lieu exact où les malades ont été contaminés. Il est important de connaître les itinéraires des gens. Prenons quelqu'un qui arrive du Mexique ou d'Amérique centrale, où la fièvre dengue est endémique. On ne se demandera pas si c'est chez nous qu'il est tombé malade. Pourtant, actuellement, on a la preuve que certaines personnes ont bien été contaminées dans l'État du Texas. L'épidémie a encore gagné du terrain. Il existe des milliers d'endroits au sud Texas comme celui-ci, avec des décharges et de l'eau croupie à quelques mètres de maisons individuelles. Tous ces récipients sont remplis d'eau qui attire les moustiques. La fièvre dengue est transmise uniquement par les moustiques, pas par des contacts personnels ou par la nourriture, mais uniquement par les moustiques. Nous essayons de visiter ces décharges pour repérer les récipients pleins d'eau, les détruire et demander aux ménagères d'en faire autant. Les moustiques sont des adversaires redoutables. Pour éviter que l'endémie ne continue ses ravages, c'est aux hommes de faire attention. Les nouvelles alarmantes nous parviennent de New York. Les hôpitaux déplorent 275 nouveaux cas de la maladie inconnue appelée fléau du millénium. En 5 semaines, la maladie s'est transformée en véritable épidémie. Il y a trop de villes touchées pour que l'on puisse suspecter les moustiques d'être le vecteur de contamination. Il paraît tout aussi impossible que la maladie se transmette par l'eau ou par voie sexuelle. Les personnes les plus menacées par la maladie sont les enfants,
les personnes âgées et les malades du sida. Nous avons testé tous les vaccins en notre possession en vain. Il semble que le virus s'attaque directement à nos défenses immunitaires. Les virus et les bactéries les plus dangereux pour l'homme sont ceux qui s'attaquent à son système immunitaire, en détruisant les cellules chargées de défendre l'organisme contre toute agression étrangère. L'humanité a dû faire face à cet adversaire depuis des siècles. La peste bubonique au Moyen-Âge ou le virus Ebola en sont deux incarnations particulièrement meurtrières et qui ne sont rien comparées au virus qui est apparu en 1982, plongeant le monde médical dans la perplexité et l'inquiétude. Le virus du sida. Ce virus attaque le système immunitaire de ses victimes, incapable dès lors de se défendre contre des infections qui seraient restées parfaitement anodines en temps normal. Le virus du sida, comme celui d'Ebola, s'installe dans le réseau sanguin. Mais il prend beaucoup plus de temps pour tuer, ce qui lui permet d'infecter un nombre bien plus important de clients. De tous les scénarios catastrophes, le pire était celui du sida. Une maladie inconnue, un temps d'incubation très long, une transmission par voie sanguine ou sexuelle, c'est-à-dire un mode de transmission sur lequel la société a du mal à s'exprimer clairement, surtout lorsque la population en cause est celle des homosexuels. Ou encore plus, celle des toxicomanes, en marge de la société et peu facile à sensibiliser. Il a fallu longtemps pour détecter ce virus que l'on considérait comme le cancer des homos. Ce n'est qu'à la fin des années 80 que le monde a pris conscience de l'ampleur du danger, en découvrant que le sida pouvait toucher tout le monde. Les homosexuels et les hétérosexuels, les toxicomanes et les transfusés, les riches et les pauvres. Et les cris d'alarme ne servent à rien. Le sida et la drogue pour ses victimes semblent faire partie d'une même fatalité. Avec les aiguilles qu'on échange, une goutte de sang suffit à véhiculer une grande quantité de virus. Partager une aiguille, c'est multiplier les risques de transmettre la maladie. Un terrible engrenage est lancé, car parmi les toxicomanes échangeant des aiguilles souillées se trouvent des prostituées, qui vont à leur tour transmettre le virus à leurs clients. Ceux-ci, de retour chez eux, contamineront leurs épouses. Et voici la maladie, sortie du ghetto initial, qui menace toutes les couches de la société. Finalement, pour lutter contre une épidémie, la médecine n'est pas tout. Il faut peut-être, avant tout, que nous apprenions à modifier nos comportements. 45e jour. Notre hypothèse était la bonne. Le virus se transmet par voie respiratoire. Malheureusement, nous venons d'apprendre que l'épidémie s'est introduite en Europe. Tous les gouvernements, paniqués, tentent de fermer leurs frontières. Le virus menace déjà près de 600 millions de personnes et ne montre aucun signe d'essoufflement. Par contre, sa structure génique se modifie. Le laboratoire est formel. Le virus s'est diversifié et 3 nouvelles souches sont apparues. Cela va rendre la mise au point d'un vaccin encore plus problématique. La mutation, c'est ça le drame. Virus et bactéries peuvent changer de forme à un rythme incroyable et résister ainsi aux vaccins ou aux antibiotiques. Nous avons sous-estimé la faculté d'adaptation des virus et des bactéries. Les hommes se reproduisent très lentement. Il se passe près de 30 ans entre 2 générations.
Les agents pathogènes, eux, n'ont besoin que de quelques minutes. Prenons l'exemple des bactéries. À force de se modifier et de s'adapter au fil des générations, elles finissent par résister aux meilleurs antibiotiques. Et les hôpitaux doivent constamment poursuivre leur guerre contre ces irréductibles adversaires. On peut voir ça comme une course ou comme une bataille. Chaque fois qu'on a cru être venu à bout d'une bactérie, grâce à un antibiotique, la bactérie a trouvé le moyen de développer une résistance. Chaque année, le virus de la grippe change de forme. Et chaque année, les laboratoires doivent découvrir un nouveau vaccin. 3 mois de recherche annuelle suffisent pour la grippe. Mais pour le sida, après 15 ans de recherche, aucun vaccin n'a été découvert. Pourtant, ils sont beaucoup à s'être promis de vaincre ce fléau. Comme Peter Piot, aujourd'hui à la tête de la mission des Nations Unies contre le sida. Une des raisons pour lesquelles il sera très difficile de trouver un vaccin contre le virus du sida, c'est qu'il change constamment de forme. Nous ne savons pas contre quelle partie du virus le corps humain doit se défendre, et en conséquence, quel genre de réponse immunitaire il doit développer. Or, c'est ça le principe d'un vaccin. C'est comme essayer de tirer sur une cible qui bouge. Il est nettement plus facile d'atteindre une cible immobile qu'une cible qui roule à 130 km/h. Le tiers-monde, durement touché par le virus du sida, attend avec impatience la découverte d'un vaccin, d'autant plus indispensable que les médicaments récemment découverts sont très onéreux. Comment voulez-vous que les pays subsahariens mettent en place un système de soins palliatifs pour traiter les malades du sida? C'est tout le PNB de ces pays qui y passerait s'il fallait qu'ils achètent le genre de médicaments que nous utilisons en Amérique. Les investissements consacrés à la découverte de nouveaux traitements sont énormes. Ça coûte 200 ou 300 millions de dollars de mettre au point un nouveau médicament ou un nouveau vaccin. Les succès d'hier paraissent bien faciles avec le recul. À l'époque, les chercheurs n'avaient pas affaire à des virus mutants. Nous avons gagné la guerre contre la syphilis. Mais il ne s'agissait pas d'un adversaire très difficile à éradiquer. Il ne mutait quasiment pas. L'adversaire que les chercheurs ont en face d'eux est non seulement nouveau lorsqu'il apparaît, il le redevient sans cesse. Professeur, est-il vrai que cette fusée peut voler plus rapidement que la vitesse du son? Nous y travaillons encore, Jimmy. Mais grâce à notre super ordinateur, nous réussirons peut-être un jour à nous rendre dans l'espace. Et même sur la Lune. La science et les technologies de pointe au-delà du spectaculaire. Des séries de science-fiction qui fascinent. C'est Z, la télé du futur. Que faites-vous dans le présent? Vous pourriez déjà être dans le futur. Z, la télé du futur. Visiter un univers aux limites de la science. Le mystère des rêves. Le spiritisme. Des visiteurs d'un autre monde. Les légendes folkloriques ou urbaines. Des dossiers hors de l'ordinaire à monde et mystère. Jeudi 20h à Canal D. Vous allez faire le saut, car en ce moment, chez Kentucky, à l'achat d'un saut de 15 morceaux de poulet pour seulement $15,99, vous obtenez en prime un certificat échangeable contre un sandwich gratuit à votre choix, tel le Super Croc. Kentucky, c'est bon à s'en lécher les doigts. Le Twister de Kentucky. 2 méga bâtonnets, laitue, tomates et sauce poivrée enveloppés dans une tortilla chaude. Le Twister de Kentucky. Il est bon à s'en lécher les doigts. Canal D vous invite à découvrir les majestueux mammifères du Saint-Laurent.
Courez la chance de gagner l'un des 5 forfaits à l'Auberge des Falaises de la Malbaie et vivez l'expérience inoubliable de l'observation des baleines. Pour participer, regardez Contact Animal. Identifiez correctement un animal présent dans l'émission, de même que la date de diffusion, et téléphonez au 1-900-870-2466. Bonne chance. La Deville DTS de Cadillac. Une maîtrise tout en souplesse, quel que soit votre chemin. Une vision de nuit qui va au-delà de l'espace balayé par les phares. Et la présence d'un ange gardien de Syrie. La Deville DTS de Cadillac, la fusion du design et de la technologie. La question est, va-t-on finir par gagner la guerre contre les virus? Pour moi, la réponse est non. Nous luttons contre un adversaire qui a des capacités d'adaptation bien plus fortes que les nôtres. La mutation rapide des virus et des bactéries est un obstacle de taille. Mais une autre approche est peut-être en train de voir le jour. Nous sommes confrontés à la mutation des agents pathogènes chaque fois que nous voulons lutter contre eux. Il faut donc agir sur ces transformations génétiques plutôt que de développer des remèdes qui deviennent rapidement inefficaces. Avant tout, il faut ralentir la transmission de la maladie. Un virus doit bénéficier de la complicité de ses victimes successives pour se répandre. Or, certains virus ont une espérance de vie très réduite. Ainsi, les victimes d'Ebola n'ont qu'une semaine pour contaminer leurs proches, tant la maladie est fulgurante. La situation est différente avec le virus HIV. Les malades du sida peuvent vivre longtemps avec le virus en eux et ont donc des années pour contaminer leurs semblables. Toutefois, même avec le sida, on peut espérer maîtriser l'épidémie. Il faudrait que pendant toute sa durée de vie, un virus ne puisse être transmis à un autre porteur. Vraisemblablement, l'évolution se ferait alors vers des souches beaucoup moins meurtrières. Y a-t-il une chance pour que nous arrivions à dompter ce virus? À mon avis, oui. Et pour cela, nous devons nous efforcer de réduire la transmission par voie sexuelle. Théoriquement, il suffit de limiter le nombre de partenaires sexuels et d'utiliser systématiquement des préservatifs. Alors, le virus deviendra de moins en moins virulent. La seule stratégie vraiment efficace pour réduire l'épidémie tient en un seul mot, la prévention. En ce qui concerne les toxicomanes, il y a une mesure très simple. Distribuer gratuitement des seringues neuves pour éviter le réemploi d'aiguilles infectées. Vancouver a compris l'importance de ces mesures. Comme dans de nombreuses villes d'Amérique et d'Europe, on y offre chaque nuit aux toxicomanes la possibilité d'échanger leurs seringues usagées contre des seringues neuves et de se procurer des préservatifs. Mais il faut des années pour que les mentalités changent. « 92e jour. Après 3 mois de lutte acharnée, nous commençons enfin à reprendre espoir. L'épidémie recule nettement en Amérique et en Europe. Le pire est derrière nous, mais le bilan est lourd. Il y a eu des dizaines de milliers de victimes. Presque toute la planète a été touchée. Et l'épidémie frappe encore durement l'Afrique et l'Asie. Est-ce que tout ça est un coup de semonce? Oui, sûrement. Mais je pense que l'humanité est prête à répondre à ce rappel à l'ordre. Les gouvernements ont enfin compris que la prévention est moins coûteuse que les mesures thérapeutiques mises en œuvre pour réparer les dégâts des épidémies. Il y a de nombreuses façons de circonscrire les maladies avant qu'elles ne prennent une ampleur incontrôlable. Au Texas, par exemple,
On s'efforce maintenant de ne plus laisser se multiplier les décharges publiques ou privées. Le problème continuera à se poser pendant quelques années. Tant qu'il restera en Amérique latine et dans les Caraïbes des moustiques porteurs du virus, la fièvre dengue pourra réapparaître ici. La prévention consiste aussi à réduire les cas de contamination de personne à personne, comme avec le sida, qui touche près de 30 millions d'êtres humains sur la planète. La solution, c'est la prévention. Rendez-vous compte, 1000 malades du sida coûtent 150 millions de dollars rien qu'en frais hospitaliers. Alors n'abandonnons pas la voie préventive. Je pense qu'en définitive, aussi bien socialement que biologiquement, nous allons devoir nous adapter à cette épidémie. Ralentir aujourd'hui l'effort de prévention face au sida serait une grave erreur. L'histoire nous jugerait très sévèrement, car il est évident que de même que le monde est devenu un global village en termes de communication, il est également devenu un global village en termes de contamination. 107e jour. L'air. Le virus se transmettait donc par l'air qu'on respire. Je me demande si tout ce qui est arrivé n'aurait pas pu être évité si nous avions compris ça dès le début. Je vais pouvoir rentrer enfin chez moi, mais je suis consciente que la menace n'est pas totalement éradiquée. Ce virus peut muter très facilement. Il est certain qu'il reviendra sous une autre forme, et rien ne peut nous assurer que le vaccin que nous venons de découvrir nous protégera contre cette nouvelle attaque.